Bonjour Camille, Bonjour. tu vas bien? Ouais, ça va. Bonjour Et toi? Frédéric. Bonjour. Hello. Finalement, je me suis libéré. A priori, peut-être que Julie pourra pas venir. C'est l'inverse, finalement. C'est super gentil de ta part et merci beaucoup de réagir au dernier moment. C'est un peu la course. Ah, j'imagine pour vous aussi. Ce mois de juin est particulièrement prometteur. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour Nicolas. Hello, hello. Tu vas bien? Ouais, super. Du coup, pour l'OFDI, on fait deux réunions en une. Ça se Euh, télescope un peu, non? on l'a fait ce matin hein, à 11 Ah heures. oui, ok. D'accord. D'accord. Bah, du On coup, t'a un j'ai peu raté ça. attendu? Non, t'étais pas disponible, hein. Bah, si, mais je croyais que c'était à 14 heures, donc je croyais que c'était au même moment, dans le même créneau. Du coup, je me suis dit comment on va faire. Ok, alors ce que je te Désolé. propose, c'est qu'on fait un petit débrief juste après. Tous les deux, on reste. Ok, ça va, merci. Ouais, ouais. Il y a encore on avait des questions pour toi encore, mais on a bien avancé quand même. Bon, on va attendre les 5 minutes réglementaires. Camille, Ouais, j'ai fait quelques petites stats à l'arrache sur R et je vais présenter ça. C'est juste le nombre de personnes qui ont répondu aux expressions d'intérêt, tout ça. ok, parfait. Et puis, la deuxième partie, on va parler plutôt de l'aspect biodiversité, parce que c'est un gros point d'interrogation dans ce projet ciblé. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Salut JB. T'as eu le temps de récupérer quelques documents là, Jean-Baptiste, pour faire quelques présentations? Je suis en train de broder quelques trucs. On va pas trop. J'essaie de faire des petites illustrations. Ok. Voilà, pas mal de matériel que j'avais à moi. Après, je pense qu'on pourra discuter un petit peu plus en détail Oui. éventuellement. Enfin, voilà, sur les spécifications, etc. Mais j'ai récupéré pas mal de présentations de l'ESA et tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit peut-être le moment de faire des grandes présentations des capteurs. Non, 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 non. Puis tu vas voir, il faut vraiment qu'on s'oriente vers des questions de recherche. L'instrumentation, c'est un outil, hein. Ouais, d'accord. Après, c'est quand même bien de les connaître, hein, ces outils. Ouais. Mais faut pas qu'on en soit captif. Bonjour tout le monde. Il y a plein de gens qui sont arrivés d'un coup. Bonjour. Là, tu es au Japon? Bonjour à tous. Le Romain. Ah, salut Ibrahim, tu vas bien? Salut Jérôme, salut tout le monde, ouais, ça va. Ouais. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, Heidi, on t'entend. Bien, merci. Et maintenant, on te voit. Mais on t'entend plus, par contre. On peut pas tout avoir. Ouais. Ouais, en fait, je suis en Guyane et Internet fonctionne toujours aussi bien, donc je jongle un peu. Ok. Bon, bah écoutez, on va peut-être commencer. Xavier se connecte. Tout est pour le mieux. Salut Xavier. Ouais, on t'entend pas, mais.
Et il y a encore Rémi qui arrive. Voilà, je partage. Vous voyez mon écran là? Oui. Et super. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez accepté, hein, merci d'avoir accepté déjà de participer, puis ensuite d'être enregistré. Donc, on va essayer de ne pas dire trop de bêtises, en conséquence. Ça va être difficile de s'en priver, mais bon, on va faire au mieux. Et puis, aujourd'hui, on a 2 sujets, essentiellement. Donc, on a déjà fait 2 webinaires, hein, je vous rappelle, sur le sujet du projet Ciblé 3. Et auparavant, il y avait eu 2 webinaires généraux sur le PEPR Forest. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un retour sur les expressions d'intérêt que vous avez envoyées toutes et tous, et merci beaucoup pour ça. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis aussi d'avoir une séance de brainstorming sur l'enjeu de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre du PEPR Forest et de ce projet ciblé, plus précisément. Il n'y a aucun doute que la biodiversité joue un rôle fondamental dans les enjeux du suivi des forêts. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre en charge dans ce projet ciblé? C'est un peu moins clair. Et puis, quelles sont les méthodes aussi pour nous mettre d'accord sur des priorités de recherche? Ça aussi, c'est des choses dont on doit discuter. Très bien. Je vérifie que personne n'essaie de rentrer. Je ne crois pas. Je vais quand même mettre ça de côté. Bon, alors donc, le PEPR Forest, c'est un projet. Alors, je vous rappelle à nouveau, c'est un programme équipement prioritaire de recherche. Il s'agit de faire de la recherche. Il y a plein d'autres outils pour faire de l'observation de la forêt uniquement. Et il y a plein d'organismes qui sont impliqués là-dedans. Donc, l'objectif, c'est d'être en complémentarité de ces projets-là et pas seulement pas de refaire des choses qui sont déjà faites ailleurs. Ça va mieux en le disant. Ensuite, c'est un projet qui s'intéresse au socio-écosystème forestier, donc pas seulement les forêts en tant qu'objet biologique, mais toute l'interaction qu'on peut imaginer entre les humains et la forêt, dans le concept socio-écosystème que vous connaissez bien. Alors, pour l'instant, l'état d'avancement du projet, c'est qu'il a été soumis, qu'il a été évalué positivement, qu'il y a une décision finale qui est attendue pour l'été, positive, on espère, enfin c'est probable, et qu'il y a 5 projets ciblés qui ont été prédéterminés, donc que vous voyez ici sur le transparent, avec des projets ciblés sur pas mal de thématiques qui regroupent certains des défis qu'on a par ailleurs identifiés. Nous, aujourd'hui, on va parler que d'un seul de ces projets ciblés, qui est le développement d'un système agile de monitoring écologique des forêts. Je ne vais pas casser la tête avec la traduction en français de ce qu'on avait écrit en anglais. Il y a un projet ciblé qui est un petit peu en aval de ça pour l'instant, qui correspond au projet ciblé 1, parce qu'il a été développé un peu plus tard. Donc c'est Georges Kunstler qui va le piloter, ça, et il est en train de réfléchir à ces questions. Et pendant que je prononçais son nom, il vient de se connecter, qui est quand même la magie du direct. Et en même temps, le PC5, qui est un PC plutôt d'agrégation de données et d'interopérabilité de ces données, qui est plus technique, on va dire, et du coup qu'on va mettre de côté un peu par rapport à ça aussi. Donc, il y en a 3 qui sont en train vraiment de réfléchir très activement, dont le PC3, le PC2 qui travaille sur les multirisques, et le PC4 qui travaille sur un think tank ou think and do tank, qui va être piloté par le GIP EcoFort. Alors donc, on a un calendrier qui nous a été proposé, puis qui est en train d'évoluer, hein, parce que faut bien voir qu'on est tous pas mal chargés. Donc, merci pour votre temps aujourd'hui. C'est un peu rock'n'roll en ce moment, on va le dire. Et du coup, les timings sont susceptibles d'être modifiés. Il y a un point d'entrée que j'ai oublié de rajouter ici, mais qui est le site web du PEPR Forest, qu'on va rajouter sur les notes, là, les commentaires. Je le ferai après, ou quelqu'un peut le faire éventuellement. pepr-forest.fr, où vous avez ce calendrier qui est évolutif. Voilà. Alors là, concernant le PC3 monitoring, il y a eu 2 réunions déjà, le 15 et le 24 mai. Aujourd'hui, on parle donc c'est l'après-midi d'ailleurs. Et je vais changer sous vos yeux. On va parler de biodiversité.
L'après-midi du 12, on va parler des dispositifs de terrain. Et probablement le 24, on va parler des enjeux d'observatoire socio-économique. Ce n'est pas encore complètement cadré, donc si ça vous intéresse, suivez le site web du PEPR Forêt. Et le 28, on va sans doute avoir une thématique sur l'enjeu tropique. Pourquoi ces 4 sujets? C'est pas parce que c'est les plus importants, mais c'est ceux sur lesquels on n'est pas vraiment fixé sur des thématiques ou des problématiques. Bon, c'est clairement important. On est tous d'accord que ces enjeux-là sont importants, mais comment les prendre et comment s'appuyer sur l'existant, c'est pas évident. Les expressions d'intérêt ont beaucoup servi, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on en discute tous ensemble pour maturer l'idée. Voilà. J'en profite pour faire en sorte que tout le monde soit là avec nous. Très bien. Donc, le projet ciblé 3. Ce slide a un petit peu évolué depuis la dernière fois. On se rend compte que le fait de faire ces échanges, ça permet aussi de faire évoluer les limites, les frontières, et c'est à ça que ça sert vraiment. Donc, vous avez un impact sur le projet, tout n'est pas pré-rédigé, et c'est pas un travail qu'on est en train de faire qui est purement formel de dire on a consulté. Là, on essaie vraiment de faire évoluer les choses. Une chose qui est importante, c'est qu'on travaille toujours sur la question de comment comprendre comment les forêts répondent au changement. Ça repose sur l'observation à la base du système forestier. La science repose sur l'observation, d'accord. Euh, Ce qui a un peu évolué dans ce transparence, c'est le fait de dire que on va vraiment, on s'attache vraiment à poser des questions. On fait une démarche scientifique. Donc, on s'intéresse à évaluer l'intégrité environnementale, des enjeux, des questions qui sont associées à la biodiversité, au carbone et à l'intégration des activités socio-économiques qui sont liées à la forêt. J'insiste vraiment sur le fait qu'on essaie de poser des questions en science et qu'il faut que ce projet ciblé, et tous les autres, j'imagine aussi, reflètent cette réalité. Alors, on s'appuie sur des avancées technologiques, particulièrement dans notre projet ciblé 3, parce qu'on fait de l'observation et il y a une composante de télédétection qui est significative. Mais je rappelle, et ça c'est quelque chose que j'ai rajouté là, la technologie n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc on est tous d'accord sur ça, je pense, hein, d'une certaine façon, mais ça va mieux en le disant quand même. Alors les objectifs de ce projet ciblé, c'est d'observer les variables forestières d'État en exploitant des opportunités nouvelles, d'essayer de mieux comprendre les écosystèmes forestiers par l'observation, donc par l'évidence observationnelle, en renforçant les connaissances sur les sites forestiers sur le long terme. Alors en France et dans le monde entier, on essaiera de préciser ça par la suite, en incluant toutes les composantes de l'écosystème forestier. Donc, encore une fois, c'est pas forcément suffisant d'observer la forêt par le dessus, il faut qu'on aille dans la forêt et qu'on salisse nos bottes. Je pense que là, on est tous à la fois d'accord et contents de cette perspective. Évaluer les risques. Donc, je vous rappelle qu'il y a un projet ciblé sur les risques, mais tout ce qui a à voir avec l'observation des risques actuels et futurs et des dépérissements ou des maladies, etc., c'est quelque chose qui est intégré dans le projet ciblé 3. Et puis un enjeu qui n'est pas une question de recherche, mais de formation par et pour la recherche, qui est de former des praticiens et des étudiants sur les avancées techniques et du suivi des forêts. Ça, c'est un enjeu qui est peut-être en lien avec le projet ciblé 4, ou qu'on pourrait internaliser dans le PC3, mais qui est fondamental à faire pour essayer de faire en sorte qu'on ait une nouvelle génération de chercheurs et de praticiens qui soient informés de ces avancées et de ces questions de recherche. Donc là, on avait parlé, bon, vous avez eu à disposition le résumé rapide du PC3 qu'on avait rédigé en 2 pages. On a organisé ça sur l'aspect, d'un côté, une tâche 1 plus orientée vers la télédétection, une autre orientée sur le suivi forestier de terrain, en mettant bien en avant le fait que ces deux-là sont interconnectés. Et puis là, j'ai mis en rouge une question qui était récurrente et qui était sur le fait que qu'est-ce que vous entendez par biodiversité? Comment on fait pour intégrer la biodiversité dans la thématique du PC3 et qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait investir toutes les ressources du PEPR, on devrait d'ailleurs, à mon sens, faire ça, mais bon, c'est pas moi qui décide, investir toutes les ressources du PEPR Forest dans cette question-là uniquement. Avant de revenir sur ce point sur la biodiversité, je voulais aborder la question des expressions d'intérêt que vous avez envoyées. Donc, je pars sur les thématiques qui ont été abordées. Alors, vous voyez que
C'est des résumés assez rapides faits sous R, à l'arrache. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a 33 projets qui ont été soumis. C'est assez impressionnant en quelques jours, qui reflètent des enjeux assez diversifiés sur le suivi des forêts méditerranéennes, l'hydraulique et la réponse aux feux et forêts, sur les forêts aussi méditerranéennes, les enjeux de dépérissement, stress hydrique, des unités de conservation génétique. Bon, ça, c'est vraiment un résumé, c'est Ivan, c'est le projet qui a soumis Ivan. Les enjeux de biodiversité par métabarcoding, un site de référence qui a été présenté dans 2 projets, qui est le site de Chantilly, des enjeux de mesures d'accroissement forestier en utilisant la télédétection, dynamique forestière, observation, intelligence artificielle et télédétection, observation, carto des forêts à 30 mètres de résolution. Vous voyez, bon, je ne fais pas toute la liste, mais vous aurez ce support, bien sûr, disponible sur le Nextcloud. Vous voyez que la diversité est assez grande, mais d'un autre côté, on voit bien des cohérences qui sont, et des accroches claires par rapport aux thématiques qui étaient déjà mises en avant sur la première phase du projet ciblé 3. En termes de thématique, vous voyez aussi à droite, là, les couleurs, c'est tempéré versus tropical. Alors peut-être que si je le mettais en plein écran, vous verriez mieux. Ça fonctionne mieux comme ça. Vous voyez qu'il y a une... Alors ça, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. Vous voyez qu'il y a clairement une dominante tempérée. Heureusement, il y a quand même une forte composante, un intérêt sur les forêts tropicales également. Ce qui est une bonne nouvelle et pas forcément exclusif. Alors, en termes de propositions, donc il y en a 33 propositions, 152 personnes qui ont été citées. Vous voyez que les laboratoires qui sont représentés fort dans la balance, c'est des laboratoires comme Tétis, AMAP, URFM, CESBio, EFNO, Biogeco, l'ESSEM. En termes de représentation d'institutions, vous voyez que l'INRAE se taille la part du lion en termes de représentation. Donc, c'est aussi que à l'INRAE, vous savez répondre aux expressions d'intérêt rapidement. Vous êtes efficace. Bravo à vous. Je ne suis pas sûr que je puisse en dire autant dans ma propre institution, mais bon, voilà. On y travaille, on va dire. Le CNA, CIRD et le CIRAD sont bien représentés quand même, et puis il y a quand même toute une diversité aussi de représentation, ce qui représente la diversité aussi qu'on souhaite avoir dans le projet. Et en bas à droite, vous avez la représentation géographique de ces chercheuses et chercheurs ou enseignants-chercheurs un peu partout en France. Vous voyez que c'est pas seulement à Nancy, comme on pourrait l'imaginer, mais il y a un peu partout en France, ce qui est une bonne chose également. Voilà. Alors l'analyse de cette étape, à mon sens, bon, vous pouvez intervenir hein, si vous voulez, je vais vous laisser la parole juste après. Il me semble que déjà, il y a une forte identification des collectifs sur l'enjeu porté par ce projet ciblé, donc c'est une bonne nouvelle. Je pense, bon, il y a peut-être des thématiques qui ne seront pas forcément, in fine, intégrées dans ce projet, parce que peut-être trop coûteuses, difficiles à intégrer ou marginalement pertinentes, hein, on peut aussi le dire en toute franchise. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on explore, et on n'a pas eu le temps de le faire. Hein. Mais il faut aussi qu'on ait une grille d'analyse qui soit commune et qui soit partagée. Et parmi ces éléments de cette grille d'analyse, je pense que je l'ai déjà dit, il me semble important de dire que nous devons ancrer le projet dans des questions de recherche, parce qu'on est à la base tous et toutes des scientifiques. On doit être conscient des dispositifs préexistants et des technologies préexistantes, méthodes, instruments et modèles, qui sont toutes des formes de technologies au sens large. Celles-ci, elles doivent être bien sûr connues, s'il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre, mais elles doivent être mises au service de questions. Un point essentiel également, c'est qu'on ne doit pas laisser la clé à un groupe qui va faire ce qu'il a déjà fait depuis 15 ans, mais il faut qu'on se pose la question sur l'ouverture des projets, l'ouverture des équipes, la collaboration et les effets de synergie. Ça, c'est forcément aspirationnel, hein. On peut pas le garantir, mais si on est d'accord a priori pour travailler de façon collective, il faut qu'on fasse abstraction de notre appartenance institutionnelle, de notre passé, mais qu'on essaie d'apprendre ce que les uns et les autres, et les unes et les autres ont déjà appris. Et qu'on tire des parties de ces enseignements.
Alors, finalement, la dernière conclusion, c'est que il se confirme dans cette analyse que les trois enjeux cruciaux qu'on a identifiés sur la biodiversité, sur les types de suivi et leur finalité, et sur l'intégration de la dimension observatoire socio-économique, restent des zones grises, des zones d'ombre du projet ciblé 3 tel qu'il est actuellement. D'où la transition sur les enjeux de biodiversité. Avant de passer vraiment 2 slides sur la biodiversité que je vais vous présenter, j'aimerais avoir des retours si vous en avez, vous. Peut-être vous avez un ressenti qui est différent ou peut-être partager des impressions sur ce petit exercice d'analyse des expressions d'intérêt. Je vous rappelle que vous avez accès à toutes ces expressions d'intérêt vous-même. Des questions, commentaires, non? À ce point-là? Pas forcément? Très bien. À un certain point, ça sera aussi important, et je pense que c'est l'une des vertus de ce travail, d'avoir fait des expressions d'intérêt, c'est que maintenant on a une liste de personnes. Alors tout le monde n'aime pas être bombardé d'emails, sur tout et n'importe quoi, et donc il s'agit nécessairement, absolument pas de vous imposer ça. Mais si vous souhaitez que vous ou des personnes de votre équipe soient en contact avec le projet au moment où il évolue, n'hésitez pas à nous le dire et nous, on mettra à jour notre liste d'emails pour pouvoir vous contacter, sachant qu'il y a des changements assez rapides là. Et il faut être le plus réactif possible et l'email est le plus efficace pour l'instant. Oui, Christophe, tu veux compléter? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Et ce matin, donc j'étais au PC2, Ivan également, certains d'entre vous aussi. Donc la question de la biodiversité comme zone grise, comme tu dis, en fait mal définie, mais tellement prégnante partout, quoi, a été aussi évoquée. Et je rappelle quand même qu'à côté de quoi ces instruments financiers, les projets ciblés, il y a les appels à projets ouverts, hein, dans lesquels on va rechercher justement des réponses à l'ensemble des priorités scientifiques qui ont été posées dans le PEPR. Et la biodiversité peut être justement un point de convergence à la fois des risques, du monitoring, de l'adaptation, de la résilience en général. Ok, merci Christophe. Très bien. Bon, quelques points que j'aimerais partager avec vous, c'est des éléments vraiment de réflexion rapide sur ces questions de biodiversité forestière. Il me semble qu'il y a des points vraiment d'accroche fondamentale sur lesquels on est tous intéressés. On aimerait lire plus d'articles de vulgarisation sur ce sujet, des articles scientifiques sur le sujet. Il y a une première entrée sur les plantes des forêts. Bon, forcément, les plantes, pourquoi les plantes? Parce que voilà, on a beaucoup d'informations sur les plantes dans les forêts françaises. Comment vont-elles répondre au changement climatique? C'est une question qui semble vraiment cruciale pour beaucoup d'enjeux de gestion de la recherche, de gestion des forêts, et puis des questions fondamentales sur la recherche, sur l'évolution des niches écologiques, qui font appel à des bases de données, de connaissances qui sont très importantes, à de la modélisation et potentiellement à des technologies importantes. Quasiment la même question, dans une version un peu différente, peut être portée dans les tropiques, en particulier dans les outre-mer, avec des différences qui sont des ordres de grandeur de différence en termes de biodiversité. Quand on parle de la diversité des plantes dans les outre-mer, c'est des enjeux aussi de connaissances fondamentales sur qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité. Donc, c'est des enjeux qui ne sont pas encore résolus, mais qui sont, je pense, aussi des questions qui nous inquiètent tous. Et quels sont les risques associés à la biodiversité des plantes? Alors, vous voyez que j'insiste fortement sur les plantes. Je suis un peu prescriptif là, mais on en reparlera pour quid des autres groupes taxonomiques. Et le troisième point, c'est quelle est notre capacité à détecter des métriques de biodiversité, ce qu'on appelle en anglais des variables essentielles de biodiversité par la télédétection, pour faire le lien avec des enjeux de monitoring qui seraient vraiment des monitoring qui pourraient être mobilisables par toute la communauté rapidement. Alors, des métriques, ce n'est pas forcément des espèces détectables par
la télédétection, mais ça pourrait être des enjeux de variations phénologiques. C'est pour ça que je me suis rappelé de citer l'Observatoire des saisons, etc. Comment la télédétection peut aussi avoir une approche qui peut permettre de servir ce genre de questionnement ou ce genre d'observatoire. Il ne faut pas oublier que ce qu'on observe, c'est pas seulement des stocks de biomasse quoi, dans la forêt. C'est pas la seule chose qui nous intéresse. Alors, en termes de méthode, il y a, il y a tout un panel de compétences et de connaissances qui ont déjà été mobilisées et qui peuvent être encore mobilisées, améliorées. Des enjeux sur les suivis d'occurrence d'espèces que pas mal d'organismes développent actuellement ou ont développé depuis longtemps. L'IFN en étant un, mais il y en a d'autres. C'est pour ça que j'ai rajouté l'Observatoire des forêts sentinelles ici. Les conservatoires botaniques nationaux en sont un autre. L'interopérabilité de ces bases de données, à mon avis, enfin, ou en tout cas à ma connaissance, n'est pas complètement claire. La mise à disposition pour des questions de recherche est aussi une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais peut-être certaines ou certains d'entre vous l'avez. Et puis les enjeux de modélisation et puis, qui évoluent aussi bien fondés sur des traits écophysiologiques ou d'autres. Puis sur les enjeux de suivi euh, de variables essentielles de la biodiversité, les enjeux de phénologie, j'en ai parlé, les enjeux de méthodes hyperspectrales. Demander rapidement à Jean-Baptiste Ferré de nous faire un petit point en quelques slides sur ça juste après. Et puis, il y a aussi d'autres dimensions de la diversité qu'on peut avoir en tête et qui pourraient être actionnables rapidement par le projet ciblé 3 et par le PEPR et puis, in fine, par d'autres acteurs, comme la diversité d'habitats forestiers, en incluant les haies, corridors et arbres isolés qui sont des composantes fondamentales pour la connaissance et le suivi de la biodiversité. Voilà, alors je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois dans le webinaire général, c'est que c'était mon seul slide sur la biodiversité, c'est qu'on essaie de mettre l'accent sur la biodiversité végétale, sur des sites focaux, sur le long terme, donc tous les mots comptent là-dedans, avec un renforcement des capacités dans un nombre limité de sites qui permettent l'étude de la biodiversité dans des forêts qui sont subnaturelles. Alors, est-ce que c'est un choix qui est prescriptif, définitif? Pas du tout, mais il semble que c'est un des points d'entrée qui pourrait être intéressant. Alors, d'une part, pour l'avancée sur des pans de connaissances qui ne sont pas encore à disposition, sur le fait que les forêts anciennes soient effectivement des réservoirs de biodiversité. Donc, ça fait sens de pouvoir se focaliser sur ces forêts anciennes. Enfin, vieilles forêts, forêts anciennes, forêts subnaturelles. On pourra parler sur la terminologie un peu plus tard. Et il y a un deuxième aspect qui est le fait de la comparabilité entre les méthodes qu'on pourrait mettre en place en France métropolitaine et les méthodes qui pourraient être mises en place ou qui sont déjà mises en place dans les Outre-mer français, qui sont vraiment dans le cadre du PEPR Forest. Il y a un troisième point que je ne mentionne pas ici, qui est, à mon avis, aussi essentiel, c'est que c'est des sites aussi de formation des étudiants, ces sites-là, qui sont souvent proches d'endroits où il y a des universités qui ont déjà des cursus de recherche, de formation par la recherche. Et ça, c'est un point qui devrait être bien mis en avant dans notre PEPR. Voilà, sur ça, j'étais en arrière. Je vous remercie pour votre attention. Prendre quelques questions rapidement et par ailleurs, il y aura donc deux présentations rapides l'une sur les aspects de technologie avec les approches hyperspectrales que Jean-Baptiste Ferré connaît très bien et donc il pourra nous rappeler les éléments de connaissance et puis les apports qu'il pourrait avoir sur cette thématique biodiversité. L'autre aspect, c'est un projet qui a déjà une certaine maturité, qui s'appelle Pacifor, ou des projets, si j'ai bien compris plutôt, qui ont été déployés par l'IRSTEA, puis avec le GIP Ecofort et Frédéric Gosselin a contribué très largement à l'existence et au suivi de ce projet Pacifor. Et donc, il a accepté aussi de nous faire un petit point rapide sur ce projet Pacifor. Donc, voilà, je peux prendre quelques questions si vous en avez rapidement. Et ensuite, on aura ces deux présentations et on aura une discussion plus large à la suite de ces discussions. Il se lance.
Personne? Préfère avoir tout, réagir sur le global? Très bien. Bon, ça me convient. Alors, je vais arrêter mon partage. Je vais laisser. Qui veut commencer, Frédéric ou Jean-Baptiste? Comme vous voulez, hein, je sais pas. On dit quoi, Jean-Baptiste? Bon, alors, je te laisse commencer parce que j'ai quelques trucs à fignoler. D'accord. C'est du vrai Donc, temps je réel. commence. Donc, je commence. Merci. Tac. Donc oui, c'est une présentation donc, du projet Passifor 2 et puis de Passifor 1 aussi, de ce qui est prévu aussi à la suite, et puis du lien voilà, que ça pourrait avoir avec le PEPR Forest. Donc le titre de Passifor, ça veut dire proposition d'amélioration du système de suivi de la biodiversité forestière. Et donc c'est un projet qui a vu le jour sur le long terme, puisque la demande initiale provenait à la suite d'un colloque qu'on avait fait à Montargis avec le GIP et puis l'inventaire forestier du ministère de l'Agriculture qui se rendait bien compte qu'en termes d'indicateurs de biodiversité forestière, on avait des trous dans la raquette et qu'il y avait besoin probablement d'avoir des informations de ce type-là assez objectives pour pouvoir parler de liens entre gestion forestière et biodiversité. Donc le but, c'était de suivre la biodiversité forestière au niveau national, régional et local, et d'essayer d'utiliser ce suivi ou de le réfléchir pour évaluer des politiques publiques qui touchent à la forêt. Donc tout ça, c'est arrivé, cette demande est arrivée dans un terrain relativement fertile, notamment autour du programme biodiversité, gestion forestière et politique publique, avec différentes, soit appels d'offres, soit séminaires qui avaient eu lieu. Et donc, à la suite de ça, a vu le jour le premier volet de Passifor, qui avait donc fait un premier descriptif des dispositifs de suivi long terme de biodiversité en forêt, qui est paru dans Naturae d'ailleurs, qui avait développé des aspects sur le métabarcoding, notamment sur les coléoptères saproxyliques, et qui donc avait produit le contenu de Passifor 2 dans le cadre de ce premier volet-là. Et donc le deuxième volet, à la suite de ce premier volet, il y a eu donc un temps de latence relativement important. Et il y a eu des évolutions stratégiques avec le plan national forêt-bois, le PRI 2025, enfin bref, la PBF 2017, la création de l'AFB en 2017, plus la création de l'OFB en 2020, et puis la mise en place aussi au tout début de Passifor 2, en fait, du programme national de de surveillance de la biodiversité terrestre. Et donc, a vu le jour pratiquement en parallèle de ce programme-là, Passifor 2, qui vise à proposer des maquettes pour un suivi multidispositif de la biodiversité en forêt. On est passé de la biodiversité en forêt à la biodiversité, pardon, oui, de la biodiversité forestière à la biodiversité en forêt. Et puis donc là, maintenant, c'était financé par le ministère de la Transition écologique. Donc le but, c'était de produire une méthode et des propositions pour faire un suivi continu de la biodiversité en forêt à l'échelle de la France métropolitaine. Donc comparé à ce que Jérôme a proposé, clairement, ici, on est beaucoup plus proche de notions de représentativité, de beaucoup plus de points. Et donc, c'est à une échelle assez différente. On est probablement moins dans le monde académique en tant que tel, mais plus dans le monde en lien avec la décision ou la production d'indicateurs. Et donc, ce qu'on a souhaité, enfin, les demandes autour de Passifor 2, c'était d'intégrer différentes sources de données. L'idée de système de suivi, il est tout à fait envisageable que pour les mêmes métriques, il y ait plusieurs sources de données. De mettre en lien ce suivi avec les politiques publiques, les pratiques de gestion et donc la biodiversité en forêt, bien sûr. Et puis, assez rapidement, on s'est donné la contrainte de travailler assez étroitement avec le programme de surveillance de la biodiversité terrestre. Il y a d'ailleurs des personnes qui étaient communes aux deux programmes. Donc, très rapidement, la structure du projet. Donc, il y a eu en gros 5 grandes tâches du projet. Donc, une grande tâche de coordination, d'intégration qui était en charge de faire le lien avec la communauté à l'extérieur et puis aussi d'intégrer les différentes productions des autres tâches et notamment de proposer les maquettes de suivi. Il y a eu tout un travail sur le choix des groupes taxonomiques. Donc, on est plutôt sur la diversité interspécifique, mais aussi diversité enfin, au niveau habitat, donc plutôt écosystémique, dans Passifor 2. Une autre tâche qui était sur les variables écologiques au sens large, y compris les variables de gestion, donc là où les aspects télédétection étaient présents. Et puis une tâche plus méthodo sur les aspects mesure et analyse statistique et plan d'échantillonnage. Et une tâche gouvernance, donc plus SHS autour
Voilà. Et donc, on a fait différentes étapes pour produire les maquettes avec différents webinaires qui ont été organisés avec la communauté, avec déjà une grosse réflexion en amont autour des choix des objectifs de suivi de la biodiversité en forêt, parce que la réflexion sur les suivis optimaux dépendent des objectifs. Donc, on a déjà passé pas mal de temps à définir ces objectifs. Après, on a analysé ces objectifs et analysé en parallèle les dispositifs de suivi nationaux existants avec un peu les mêmes critères que les objectifs, pour après, à travers une méthode qu'on a mise au point dans le projet, élaborer des maquettes de suivi qui ont donc été présentées dans le webinaire de restitution en novembre 2022. Alors, les quatre grands objectifs sur lesquels on a travaillé, mais qui sont pas, on est au clair dans PACIFOR 2 que ce n'est pas forcément des objectifs validés politiquement et sont plutôt des exemples de ce qui nous semble intéressant. Le premier nous semble évident et très lié au projet surveillance, c'est suivre l'état et la dynamique de partie de la biodiversité en forêt, alors, oui, plutôt en forêt que forestière. Un deuxième objectif qui était de suivre et comparer l'état et la dynamique de la biodiversité en forêt à l'échelle de la France métropolitaine, toujours, c'était aussi le cas le premier, en forêt exploitée et non protégée par rapport à ce qui se passe en forêt non exploitée et protégée, donc dans des réserves intégrales. Donc ça pouvait produire des indicateurs de gestion forestière durable qui nous semblent vraiment très intéressants. Le troisième objectif, c'était de suivre l'état et la dynamique de biodiversité en forêt en lien avec certaines actions de gestion ou certaines politiques publiques. Et le quatrième, c'était en lien avec le changement climatique. Alors, pour des raisons de temps, on n'a pas pu travailler sur ces quatre objectifs dans PACIFOR 2. Donc, on travaille cette année, on fait une prolongation sur l'objectif 2 et 3. On a travaillé essentiellement sur l'objectif 1 dans PACIFOR 2 parce qu'il était le plus en lien avec le projet surveillance de la biodiversité terrestre. Et donc, en termes de timing, on a jugé ça préférable. Les maquettes, c'est quoi? Donc, on a déjà eu tout un travail sur le choix des groupes, sur le choix de la biodiversité à suivre. Donc là, c'est la tâche C qui s'est occupée de ça, et notamment avec une approche multicritère, avec une interview de, je crois, une soixantaine d'experts sur plein de groupes d'espèces différents. Et donc, finalement, on a retenu sur cette base-là 8 pans de la biodiversité. Un pan écosystémique qui est relatif aux habitats, et puis 7 pans interspécifiques que sont les arbres, la flore vasculaire, les bryophytes, les oiseaux, les chiroptères, les gastéropodes terrestres et les champignons ectomycorhiziens. Et donc le but qu'on s'était donné dans PACIFOR 2, c'est d'élaborer, donc on a élaboré un protocole pour produire des maquettes et des sous-maquettes. Alors un objectif de suivi est associé avec 8 sous-maquettes, une par pan de la biodiversité suivie, qui est intégrée elle-même dans une maquette liée à cet objectif. Et dans chacune des sous-maquettes, on a distingué donc des dispositifs existants ou à créer qui seraient au cœur du suivi, c'est-à-dire qui sont indispensables d'un notre point de vue au suivi considéré, et des dispositifs complémentaires qui ont leurs vertus, mais qui sont moins, qui sont complémentaires, qui apportent d'autres informations, mais qui ne sont pas forcément au cœur du suivi. Et donc, on a bâti ces maquettes et sous-maquettes, et on est en train de finir sur ces bases-là. Alors, je vous donne un exemple ici au niveau des arbres, où là, on a fini le travail. Donc, on a identifié 6 réseaux qui, d'une manière ou d'une autre, d'après ce qu'on a, notre inventaire, font des suivis autour des arbres. Donc, Vigiflore peut être considéré comme ça. Le réseau de santé, surveillance de la santé du département des forêts en est un autre qui est notamment sur la MAIS 16, le réseau René-Coffort, le réseau PSDRF. Alors, le réseau AFI est un petit peu plus, on l'a pris pour des aspects méthodaux, mais un peu plus éloigné de nos requêtes. Et puis, le réseau de l'inventaire forestier de l'IGN. Et donc, ce qu'on a, sur la base de notre méthode d'analyse de notre protocole, pour ce groupe-là, on a retenu comme cœur uniquement le réseau de l'inventaire forestier, avec donc toute une analyse. Je vous passe les détails, le texte et tout, mais voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu. Et il y a pas mal d'autres réseaux qui étaient présentés avant, qui sont dans les compléments. Alors, après PACIFOR 2, la suite envisagée, comme je vous l'ai dit, on continue à travailler sur les objectifs 2 et 3 notamment, et sur les valorisations. Donc ça, c'est cette année et l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà financé par le ministère de l'Écologie. Il y a certains de ces thèmes, notamment statistiques, et puis aussi, il va y avoir un transfert de PACIFOR 2 dans le cadre du projet surveillance de la biodiversité terrestre, a priori autour de 2024. Mais bon, le travail sur les aspects statistiques s'étale sur plus longtemps. Ça ne va pas du tout s'arrêter en 2024. Donc ça, c'est en cours. Et puis, il y a un projet, donc PACIFOR 3, qui là va aller vers des TRL encore plus élevés et essayer donc de mettre en place ces suivis. Et là, c'est le GIP Ecofort
qui sera à la manœuvre avec encore plus au centre les dispositifs, et puis le projet surveillance de la biodiversité terrestre, ça sera plutôt 2024. Donc, en lien avec ce que Jérôme nous a demandé, on s'est dit quel thème pourrait être déployé éventuellement dans le PEPR qui, bon, nous semble devoir pouvoir donner lieu à de la recherche, alors qui parfois est plus appliquée, parfois peut être plus fondamentale. Donc, on a isolé 4 thèmes. Donc, à nous de voir si ça semble pertinent de le reprendre dans le projet ciblé 3 ou ailleurs. Donc, le premier grand thème, c'est les verrous méthodologiques autour des protocoles de relevé de biodiversité. Donc nous, c'est plutôt interspécifique, mais il y a probablement les mêmes questions au niveau de l'intraspécifique et de l'écosystémique. Et voilà. Donc déjà autour des protocoles sur lesquels nous, on travaille dans Pacifor 2, il y a pas mal de choses, on se pose encore pas mal de questions. Déjà, par exemple, bon, sur tout ce qui est ADN environnemental, l'utilisation de cette technologie pour éventuellement, mais bon, accéder à des métriques qui seraient des métriques d'abondance fiables, et reproductible d'un site à l'autre. Donc ça, c'est vraiment peut-être un Graal. Enfin, les généticiens pourront mieux en parler que moi, mais si on pouvait produire des choses de ce type-là, ce serait vraiment intéressant. Étant entendu que nous, les métriques dans Pacifor 2 sur lesquelles on vise de produire des choses, c'est des choses qui sont assez proches des indicateurs de type stock, c'est-à-dire les moyennes géométriques d'abondance des espèces. Ça peut être aussi d'abondance ou de fréquence des habitats. Qui sont, bon, il y a différents papiers qui parlent de ça, qui sont a priori les métriques qui me semblent les plus intéressantes d'un point de vue suivi de biodiversité pour voilà, l'évaluation. Donc on est vraiment là-dessus. Donc nous, l'abondance nous intéresse, ou éventuellement la fréquence. Il y a aussi des histoires de stockage de long terme d'échantillons, parce que beaucoup de technologies sont en train de développer, que ce soit l'ADN, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. On aura besoin très probablement de revenir sur ces échantillons pour faire des rétro-analyses. Et donc, avoir une vision extrêmement claire et assez carrée de comment on stocke des choses sur le moyen long terme pour pouvoir y revenir, ça nous semble, alors là je suis moins sûr de moi au niveau recherche, mais ça nous semble potentiellement quelque chose qui peut, donc c'est peut-être pas PEPR en termes de TRL, mais ça nous semble important de s'organiser pour pouvoir y répondre. Et puis il y a aussi tout ce qui est amélioration des techniques de calibration, de relevés, alors par exemple pour les relevés sonores, les relevés optiques aussi visuels. Bon, alors, calibration pour les relevés sonores, c'est pour transformer les données qui sont relevées en données qui sont plus proches de données d'abondance, toujours la même idée. Et puis, bon, voilà. Et puis, deuxième piste là-dessus, c'est de développer et probablement à TRL un peu plus élevé, des protocoles économes pour d'autres groupes taxonomiques qui, pour l'instant, ne sont pas dans les 8 groupes qu'on a retenus dans Pacifor 2, mais on pense qu'ils n'y sont pas, non pas pour des raisons biologiques, écologiques ou de gestion, mais pour des raisons de mise en place sur le terrain. Et là, arriver à des relevés plus d'ADN environnemental, de mécatronique, donc analyse d'image ou de son, semble intéressante. Donc là, on pensait notamment à l'entomofaune qui est complètement absente de notre liste et qui nous semble, ça nous semble un peu gênant. Pareil pour les champignons linicoles et probablement plein d'autres groupes d'espèces. Le deuxième grand thème qu'on verrait éventuellement en intersection avec le PEPR, c'est tout ce qui est autour des statistiques. Donc notamment, on travaille dans la suite, mais on n'a pas encore fini là-dessus, de produire des analyses des espèces de modèles d'analyse de données calibrés, stabilisés, pour produire des indicateurs sur ces 8 groupes. Et là, il nous semble important, et notamment on travaille autour de la flore de l'inventaire forestier, de prendre en compte des aspects sur lesquels on a pas mal travaillé dans Pacifor 2, sur les aspects d'autocorrélation spatiale et temporelle, parce qu'on pense que certaines des questions auxquelles on doit répondre dépendent beaucoup des niveaux d'autocorrélation spatiale et temporelle. Prendre en compte aussi les aspects de détectabilité et de qualité de la mesure dans l'estimation elle-même de la tendance de la biodiversité. Et puis aussi les notions de fusion de données, c'est-à-dire de données protocolées avec des données non protocolées hors plan d'échantillonnage. Donc c'est autant de questions sur lesquelles on a travaillé, mais qu'on n'a pas intégré dans une seule analyse de données pour l'instant dans Pacifor 2, sur lesquelles il y a vraiment des... Voilà, c'est probablement assez appliqué, mais si on pouvait produire ce genre de choses, ce serait vraiment intéressant. Et puis, il y a aussi poursuite de développement en termes d'échantillonnage et d'analyse statistique. Donc là, je vous montre un travail de M2 qui a été fait dans Pacifor 2, où on s'est posé la question de l'intérêt des placettes permanentes, des placettes temporaires ou d'un mélange des deux pour estimer la tendance temporelle de la biodiversité. Et ce qu'on a trouvé globalement, donc c'était plutôt les jaunes en rouge, enfin, tendant vers le rouge ici, qu'on avait pour ces niveaux d'autocorrélation temporelle et spatiale-là un intérêt à mélanger les deux, plutôt, mais avec une limite de ce qu'on a fait ici, qui est sur les niveaux d'autocorrélation spatiale, alors c'est un paramètre indirect,
qui font que tout ce qu'on a simulé ici, c'est pour des niveaux d'autocorrélation spatiale assez élevés. Donc, du coup, il y a beaucoup d'échanges d'informations, de partage d'informations entre des placettes permanentes et temporaires. Et il n'est pas du tout dit que des placettes permanentes ne seraient pas plus intéressantes pour des niveaux d'autocorrélation spatiale plus faibles. Donc, il y a à construire là-dessus. Puis, on a aussi fait des analyses de même type sur l'intérêt de prendre en compte l'autocorrélation spatiale et temporelle dans l'estimation statistique. Et tout ça, c'est articulé avec le projet de surveillance de la biodiversité terrestre qui, comme je vous l'ai dit, a aussi un volet statistique. Donc voilà, si on développe des choses dans le PEPR Forest, il faudra qu'on voit avec le projet de surveillance comment le développer. Alors, plus proche de ce qui a déjà été présenté par Jérôme, c'est le suivi de variables de gestion ou variables écologiques, notamment par télédétection, mais aussi éventuellement sur le terrain. Donc là, sur le terrain, il y aura des variables de gestion. Il y a une autre réunion que Jérôme a annoncée qui va avoir lieu, qui est sur le sujet. Sur l'aspect télédétection, donc l'intérêt de la télédétection, bien entendu, c'est d'accéder à des échelles auxquelles on a très difficilement accès avec des opérateurs de terrain sur des placettes de petite taille. Donc là, c'est un vrai intérêt sur des notions de mélange d'essence, de type de coupe, de surface totale de coupe, mais avec de nombreux verrous à lever. Donc là, je pense que l'intersection avec ce que Jérôme a présenté est non nulle. Et notamment, bon, si on sait aujourd'hui à peu près discriminer des feuillus et des résineux, détecter par contre le mélange d'essence, mais la nature, le nombre d'essence en peuplement mixte à large échelle, et probablement plus encore de l'ordre de la recherche, et avec aujourd'hui des taux de classification qui, d'après la biblio qu'on a faite, n'étaient pas toujours excellents au jour d'aujourd'hui. Et le dernier point sur lequel on voulait insister, mais alors là on est moins précis, parce qu'on n'a pas réussi à mobiliser la communauté dans Pacifor 2 sur le sujet, mais on est convaincu que c'est un sujet important pour les suivis, c'est les aspects de gouvernance, donc beaucoup plus SHS que ce qu'on a présenté jusqu'ici. Et malheureusement, on a fait quelque chose avec l'encadrement de stagiaires, mais on n'a pas eu de collègues de ces disciplines-là, et là on pense que ce sera utile. Mais là, les questions qu'on pose, c'est plutôt des questions à TRL beaucoup plus élevées, et plutôt de type intégratif, et qui ne sont probablement pas de l'ordre du PEPR, mais qui pourraient être déployés en amont. Mais là, on a des choses beaucoup moins claires en tête dans le cadre du PEPR. Voilà pour les choses qu'on voulait partager avec le PEPR en tant que Pacifor 2. Très bien, merci beaucoup Frédéric, c'est très clair et puis il y a plein d'idées que vous suggérez là qui pourront être discutées soit maintenant, soit ensuite. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques sur l'intervention de Frédéric? Ouais, pas très causant aujourd'hui, hein. Bon, écoute, on va partir du principe que c'est clair, et que tout le monde connaissait déjà peut-être, ou moi j'ai appris plein de choses, hein, donc merci en tout cas d'avoir fait ça. Concernant les TRL, peut-être Frédéric, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Bon, c'est un projet de recherche, hein, certes, hein, mais quand même les ministères techniques, agriculture, écologie, ils visent quand même de l'appui aux politiques publiques. Donc, quand tu fais référence à des TRL un peu plus élevés, on n'est pas dans l'innovation, tu vois, voilà, mais on est dans quand même des TRL modérés, et il ne faut pas s'en priver, quoi. D'accord. Oui, non, il y a pas de problème sur ça, et je suis d'accord avec Christophe, j'ai pas trop employé le mot TRL, mais je pense qu'on peut avoir des TRL élevés et orienter le projet autour de questions. Je pense que c'est important, et puis tout en gardant aussi en tête que les technologies sont pas des fins en soi. Je pense que si on est d'accord sur ces bases, bon, il n'y a pas de problème pour faire avancer le projet. Et effectivement, le lien, enfin, c'était mon premier slide, hein, le lien avec les politiques publiques est évident. Donc il y a plein d'intersections et probablement une discussion plus avancée à avoir sur l'interface entre ce projet Pacifor 3 maintenant et le PC3 du PEPR Forest. Georges? Ouais, c'est juste une petite question pratique à Frédéric. En fait, pour la suite de Pacifor, là, on a une idée de qu'est-ce que va être les financements long terme pour vraiment mettre en place ces suivis? Non, pour l'instant, on va être le plus précis possible en termes de coûts.
Mais ça sera plutôt on aura des éléments dans Pacifor 2, mais ce sera plutôt dans Pacifor 3, justement. Et après, ça va être au ministère déjà de trancher en quelque sorte sur les objectifs des suivis qu'ils souhaitent mettre en place. Et puis en fonction de voir quel type de financement. Et ça, c'est aussi très lié au projet surveillance, hein, qui porte aussi beaucoup cet aspect de coût et d'arbitrage entre les différents types de dispositifs. Mais justement, sur la partie surveillance de la biodiversité terrestre, il n'y a pas encore vraiment de financement arrêté, non? A priori, pas beaucoup, je crois. C'est pas très clair et c'est peut-être plutôt dans 1 ou 2 ans que les arbitrages seront faits. Ouais. Hmm. C'est vrai que pour l'instant, ça, oui, on vient pas avec un paquet de financement sûr associé, mais l'idée, c'est de proposer quelque chose de plus précis possible. Et après, effectivement, il faudrait qu'il y ait un financement associé. Ouais. Ok, merci. Merci. J'avais aussi une question concernant l'organisation du projet Pacifor 2. Vous avez beaucoup parlé des indicateurs. L'enjeu, il est aussi un jeu de données, de prise de données préexistantes et de séries temporelles. Sur ces aspects-là, il me semble me souvenir que vous avez fait une analyse des acteurs qui sont déjà en Oui, phase de prise de données. tout à fait. Est-ce que vous avez une vision sur la notion d'interopérabilité des données? Toutes n'ont pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est toutes n'ont Ouais. pas les mêmes finalités au départ, et donc l'enjeu d'utiliser ces données-là, c'est pas forcément simple, et les harmoniser, c'est encore plus difficile. Bah, nous, ce qu'on envisage, c'est de faire ça un peu comme c'est fait dans la littérature sur la fusion de données protocolées et non protocolées, c'est-à-dire d'utiliser des procédures de fusion de données de différents types, avec des variables latentes qui porteraient la dynamique, et puis des modèles d'observation qui sont différents et donc les uns par rapport aux autres. Donc on envisagerait quelque chose comme ça. Mais bon, par exemple, ouais, voilà, c'est ce à quoi on pense. Après, quand c'est des données vraiment très différentes, par exemple de l'abondance et de la présence-absence, là, il faudra se prendre la tête sur comment on fait ça correctement, quoi. Et est-ce que c'est possible? Et ça peut être, tu mentionnais les questions de recherche, il y a peut-être ces questions qui peuvent être Ouais, intéressantes à aborder. ouais, tout à fait. Encore Et une fois, notamment, passage de données de présence-absence à abondance, comment les deux se parlent. Ça peut être important, je pense, dans l'aspect biodiversité, parce nous, on est vraiment convaincus que c'est plutôt des aspects d'abondance qui sont importants. Mais on a souvent quand même que des données de présence-absence. Typiquement, l'ADN barcoding aujourd'hui, à ma connaissance, enfin, ça peut être de la fréquence éventuellement, mais c'est plutôt de la présence-absence. ouais. Sur ce point-là, je pense qu'il y a effectivement un intérêt scientifique à essayer de faire avancer les questions d'ADN environnemental. Il y a eu des forts progrès quand même faits dans les dernières années, les dernières années sur ces méthodologies. Pour l'instant, on était un petit peu hésitant sur le fait de l'inclure dans le PEPR forêt pour des questions financières en particulier. Parce que alors, au point de vue méthodologique, je pense que les bases de connaissances sont déjà là. Donc, on pourrait s'appuyer sur les bases de données préexistantes. Mais si on veut faire avancer les méthodologies et s'appuyer sur les nouvelles technologies de séquençage, par exemple, là, ça va tout de suite être assez coûteux. Et est-ce qu'on en a les moyens? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Ça voudra dire qu'on ne fera pas autre chose. Romain? Moi, j'avais une question par rapport à l'analyse des données existantes et enfin, leur complémentarité. Je voulais savoir en fait si vous avez juste fait une analyse et votre objectif c'est juste d'utiliser ce qui est disponible ou finalement c'est aussi de travailler avec les fournisseurs de données pour essayer d'améliorer les protocoles pour que les données soient plus facilement analysables justement pour éviter des biais spatio-temporels, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Il y a non seulement donc dans les fiches qu'on produit, il y a des commentaires. Par exemple, sur l'inventaire forestier, on a fait des propositions de changement, d'amélioration de certains aspects qui ont fait assez consensus dans les webinaires, comme d'aller dans des forêts non exploitées de manière statutaire dans le suivi des forêts, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais en plus, pour certains groupes, on va carrément proposer des choses nouvelles qui n'existent pas, parce qu'on ne les a pas aujourd'hui, hein. Sur les gastéropodes, par exemple, en France aujourd'hui, alors en tout cas à l'échelle de la France métropolitaine, à ma connaissance, il n'y en a pas, quoi. Donc, et éventuellement des compléments. Donc typiquement, on a notamment réfléchi en termes de plan d'échantillonnage. Ce qu'on voit, c'est un plan d'échantillonnage qui couplerait le réseau 1616
en termes de placettes permanentes notamment, avec une partie de l'inventaire forestier, mais pas toute, parce que c'est clair on pourra jamais déployer, je pense, toute la biodive sur toutes les placettes de l'inventaire forestier, et en proposant qu'une partie des placettes de l'inventaire soit permanente. Voilà, donc là, voilà, on propose des choses d'évolution assez fortes, puisque bon, l'inventaire se pose ces questions-là, mais n'a pas tranché en ce sens-là. Et nous, voilà, pour notamment les aspects liés avec la gestion, on pense que c'est important qu'une partie devienne permanente. Sur la biodiversité, quand même, des insectes, c'est plus de 50% de la biodiversité en forêt. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, là, il y a peut-être un effort à réfléchir. D'autant plus qu'en lien avec le PC2, ben, quand il y a un dépérissement, alors ça peut être causal ou ça peut être la cause ou ça peut être une conséquence, hein, mais en tout cas, le dépérissement, il provoque une forte variabilité, un fort changement en fait dans la composition de la communauté des insectes qui en sont la cause ou la conséquence. Donc là, il y aurait certainement à creuser quoi. Alors, je ne sais pas si ça relève de ce PC et des priorités, mais en tout cas, peut-être d'un projet vraiment collaboratif, hein. Là, je ne sais pas s'il y a des collègues de l'université de Tours. Il y a une UMR là, qui avait, il me semble, en 2022, travaillé sur le sujet, l'ADN environnemental dans les sapinières dépérissantes, où ils avaient justement utilisé ces outils du barcoding ou métabarcoding, je ne sais pas comment il faut les appeler. Et ils allaient jusqu'à proposer aux gestionnaires forestiers ce type de méthodologie pour le suivi de la biodiversité et faire en sorte qu'ils adaptent mieux leur méthode de gestion, quoi. Ouais. Bah, c'est une possibilité, effectivement. Alors, je reviens sur le dernier transparent que j'ai présenté, où j'ai insisté sur la composante plante. L'idée était de ne pas partir dans tous les sens avec beaucoup de groupes taxonomiques. C'est sûr que si on veut s'intéresser à la diversité spécifique, bah, il faut s'intéresser aux insectes, ça partout. Mais d'un autre côté, si on développe des protocoles, il est aussi possible d'imaginer se focaliser sur certains groupes qui pourraient avoir une valeur exemplaire avant de les déployer partout ou de s'appuyer sur d'autres projets qui sont peut-être plus finalisés pour les développer. Peut-être pas tout faire au cœur du PEPR. Mais oui, donc il y a clairement à affiner cette vision-là. L'avantage des plantes, c'est que c'est à la fois la structure de la forêt et puis une grande biodiversité à l'intérieur de la forêt, donc une diversité d'approches qui peut être importante. Pour comprendre aussi la régénération forestière, il faut passer par une compréhension des plantes sous-bois, des micro-environnements des sous-bois, et tous ces aspects-là sont des aspects centraux, je pense, du PC3. Et sur cet aspect-là, ces aspects protocoles, est-ce qu'on a une vision claire de ce qu'il y aura dans le PEPR Solubiode? Est-ce qu'il y a des choses à envisager en commun sur ces aspects-là? Je n'ai pas entendu parler. J'ai pas en tête, moi, que dans Solubiode, il y a des aspects protocoles. Je peux pas répondre, je ne sais pas. Je n'ai pas répondu. Enfin, j'ai pas discuté récemment. Il y a On Xavier, je devait crois, rencontrer Xavier, Jérôme, mais bon, tu vois, il y a eu un problème personnel assez grave là, et donc ça va pas se faire d'ici pas mal de temps. D'accord. Donc on va, bon, il faut voir avec Martine hein, si on peut continuer à interagir sur Solubiode. En tout cas, le cas d'étude forestier n'est pas dans les priorités de Solubiode, hein, dans les Living Labs là, sur lesquels ils vont travailler pour développer là, cette école de pensée sur les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est à réfléchir, quoi, c'est une bonne question, c'est à réfléchir à la complémentarité avec Forest, voir ce qu'on peut faire. Et ah oui, je voulais dire aussi par ailleurs que PEPR, ça ne veut pas dire remplacer les financements nationaux récurrents. Donc, il faut, nous, ce qu'on cherche, c'est quand même doubler la mise sur les recherches sur les socio-écosystèmes forestiers, hein. Donc, il reste tous les appels à projets, les appels d'offres génériques de l'ANR. Qui peuvent justement émaner de ces animations scientifiques qu'on a sur les projets ciblés, qu'on aura sur les projets collaboratifs.
Donc sur certains points vraiment très très précis, on peut continuer à apporter des connaissances en articulation avec le PEPR. Merci beaucoup. Peut-être une question quand même sur l'interface entre Passiflor et ce PC3, ce serait la composante tropicale. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça Non, pas du tout. Non, non, non. Là, on n'avait pas les compétences, enfin, je suis désolé, un peu comme d'habitude, mais non. Là-dessus, sur le tropical, mais c'était plus restreint en termes taxonomiques, il me semble il y a eu des réflexions, mais je pense que c'est Ecofog, il me semble. Et puis à l'époque de BGF, il y a eu des projets autour de questions proches, je crois, mais qui étaient un peu différentes. Mhm. Mais non, là, non, on n'a pas du tout touché à ça. Qui aurait éventuellement aussi reprendre ce type d'approche sur le tropical, effectivement. Tout à fait. Du point de vue ADN environnemental et puis son dans les forêts, etc., ce qui est assez amusant, c'est que la première idée des chercheurs, c'est d'aller en Guyane pour les tester, quoi, ce qui est à peu près normal. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites. Après, la mise en œuvre opérationnelle, c'est une autre question. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires à faire? Bon, bah merci. On va demander, du coup, on va donner la parole à Jean-Baptiste. Merci. Alors, laissez-moi juste hop, partager mon écran. Ok. Voilà. Donc, oui, Jérôme m'avait demandé de faire un petit aperçu, en fait, une petite présentation sur les différents capteurs de télédétection en cours à venir sur les technologies hyperspectrales, par exemple. Alors là, je vais vous faire un petit peu une présentation beaucoup focalisée sur de l'optique et puis avec un petit peu d'autres types de capteurs aussi pour suivi des forêts par télédétection. Donc, je vais vous parler des capteurs opérationnels et en préparation. Et je me permets de rappeler aussi, en effet, la technologie n'est pas une fin en soi. Alors moi, je suis je suis spécialiste en télédétection de la végétation. J'ai pas de compétences très importantes en écologie. Donc, pardonnez si de temps en temps, peut-être que c'est peut-être un peu trop technologie et pas assez écologie, mais ce n'était pas le but. OK. Alors, dans le domaine de la télédétection, on a une disponibilité accrue de données satellites et de méthodes d'analyse dédiées à l'étude des systèmes, donc pour des applications en écologie ou en agriculture. Notamment ces dernières années, on a une multitude de capteurs qui ont été lancés, qui permettent de couvrir donc les dimensions spectrales, spatiales, temporelles. Je vais y revenir. On a un certain nombre de méthodes associées donc, qui vont permettre d'exploiter ces données d'observation de la Terre et qui vont permettre de répondre à un certain nombre de besoins pour des applications en écologie. Et on a aussi des modèles associés qui vont permettre de décrire des systèmes de plus en plus complexes avec une précision de plus en plus importante. Alors, je ne vais pas développer plus que ça sur les modèles, mais on a et des modèles physiques qui vont permettre justement de faire des simulations de données de télédétection. Et puis après, on a tous les modèles un petit peu plus haut niveau, écologiques, climatiques, qui potentiellement pourraient tirer parti des résultats issus des analyses de données de télédétection qu'on pourrait utiliser. Alors, si on se focalise un petit peu sur les capteurs optiques, donc on a, comme je le précisais un petit peu plus tôt, une combinaison des dimensions spatiales, spectrales et temporelles. Alors, si je devais préciser, c'est au-delà de la combinaison, c'est un compromis qu'on doit trouver en fait parmi tous les capteurs disponibles pour pouvoir identifier ces dimensions qui sont pertinentes pour une application donnée. Alors, sur l'étude de la forêt à échelle relativement fine, à l'heure actuelle, on a déjà tout un tas de capteurs qui peuvent être intéressants, qui permettent d'avoir une dimension spatiale fine à moyenne. Donc, ça veut dire des pixels entre 5 et 30 mètres de dimension, donc une résolution spatiale de 5 à 30 mètres. Et ce qui permet de se rapprocher de l'échelle de l'arbre et puis d'avoir aussi une couverture globale si on veut produire en fait des indicateurs à une échelle spatiale importante. Au niveau de la dimension temporelle, on a un certain nombre de capteurs qui vont permettre, en fait, grâce à leur répétitivité,
assez importante donc d'observer des changements, que ce soit intra ou intersaison. Donc ça peut être notamment des modifications phénologiques pour ces propriétés de végétation. Et puis cette dimension temporelle, elle peut aussi être importante, notamment dans les milieux tropicaux, parce qu'on est tributaire des nuages dans le cas de la télédétection optique. Et donc, plus d'acquisitions veut dire potentiellement une probabilité plus importante d'avoir des acquisitions avec une nébulosité réduite. Et puis, on a une dimension spectrale qui est aussi critique, très importante, qui nous donne la capacité d'estimer des propriétés chimiques foliaires, différentes propriétés, donc comme la teneur en pigments, en eau, le LMA, la teneur en protéines. Et puis, dans une moindre mesure, on va être sensible aussi à un certain nombre de propriétés de structure, bien que pour ça, les capteurs type radar, LIDAR soient plus appropriés. Donc, dans la famille de ces capteurs optiques, on peut mentionner les capteurs multispectraux qui sont pour un certain nombre opérationnels, comme Landsat, Sentinel-2, la constellation commerciale Planète. Et puis, il y a d'autres capteurs en préparation comme donc, Earth Daily et puis Landsat Next. Donc, en dessous, là, je vous présente une petite figure qui montre un petit peu l'échantillonnage spectral de différents capteurs, comme Sentinel-2, Landsat 8.9 et puis le Landsat Next. Je n'ai plus la date de lancement, mais ce sera, je crois, fin 2000, donc décennie 2020. Et puis, on a aussi donc, les capteurs hyperspectraux qui ont déjà été mentionnés plusieurs fois un petit peu plus tôt. Donc, ces capteurs hyperspectraux, jusqu'ici, ils ont été énormément, enfin beaucoup plus utilisés par des capteurs aéroportés. Et donc, il y avait très peu, enfin, il y avait voilà, anecdotiquement des capteurs spatiaux. Mais depuis quelques années, en fait, un certain nombre d'agences spatiales italiennes, européennes, américaines, allemandes, japonaises, ont travaillé au développement de satellites. Donc, là, je mentionne ici le capteur Prisma, Nmap, donc Prisma italien, Nmap allemand, Tesis allemand aussi, Izui qui est japonais. Et puis il y en a un certain nombre d'autres qui sont actuellement opérationnels, qui permettent de faire des acquisitions sur des zones relativement réduites. Et puis, tout ça, en fait, ces capteurs hyperspectro opérationnels, ça permet de préparer en fait des missions plus ambitieuses, donc hyperspectrales avec une couverture globale, comme CHIME, qui est le capteur de l'Agence spatiale européenne qui devrait être lancé autour de 2028-2029, qui prendra place dans la constellation Copernicus. SBG pour Surface Biology and Geology, qui est le capteur américain, pareil, couverture globale. Et puis d'autres capteurs comme Biodiversity, un programme de hyperspectral du CNES. Alors ici, ce que je vous montre, c'est un petit peu c'est une figure qui a été prise d'une publication pour essayer d'illustrer donc le compromis entre résolution spatiale et temporelle pour différentes applications. On voit en effet qu'en fonction du type d'application qu'on vise, on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins en termes de données. Donc, c'est là qu'en effet, il faut aussi pouvoir réfléchir au type de capteur qui va être intéressant. Donc, parmi ces applications, donc on voit là, dans ce qui va nous intéresser, par exemple, en hyperspectral, ce qui va plutôt être situé ici, donc sur le bas de cette figure, il y a l'estimation des composants chimiques de la canopée, l'identification d'espèces, de la détection de couronnes, et puis tout un tas d'informations associées à de la phénologie, par exemple. On a aussi la même chose en termes de compromis, en termes de information spectrale, information spatiale. Donc ici, là, alors c'est pas une figure qui est vraiment complètement mise à jour, mais ça permet déjà un peu de se fixer sur l'écosystème des capteurs disponibles. Donc, alors, vers le haut, on va avoir les capteurs hyperspectraux, donc tout en haut ici, avec par exemple Nmap, Prisma, donc Hyperion, qui était un programme précurseur de la NASA. Et puis, donc, vers le bas, on va avoir des capteurs plutôt multispectraux ou bien RGB, avec un nombre de bandes relativement réduit. Et puis, plus on va aller vers des échelles spatiales, des résolutions spatiales fines, généralement, moins on va avoir d'informations spectrales pour des raisons de physique, en fait, de qualité du signal, une quantité d'informations mesurable par le capteur. Alors, l'imagerie hyperspectrale, pour y venir, pourquoi est-ce que ça va être utile? Qu'est-ce que ça mesure déjà? Ça mesure en fait
une réflectance continue de la surface sur un domaine spectral donné, qui peut couvrir le visible, le proche infrarouge et puis l'infrarouge onde courte. Et l'intérêt principal de l'hyperspectral, en fait, c'est que ça va permettre de discriminer une grande variété de tréfolières qui sont pas ou peu accessibles avec du multispectral et de faire ça sur une base physique. Donc, quand je parle de tréfolières, ça va être la teneur en pigments, comme la chlorophylle, les caroténoïdes, les anthocyanes, différentes constituants de la matière sèche, donc comme les protéines, les sucres structuraux, non structuraux, et puis un certain nombre d'autres constituants, parfois de manière indirecte, en lien avec des constituants optiquement actifs. Donc, vous pourrez trouver dans la littérature bon nombre de papiers qui montrent qu'on est capable d'estimer avec une précision relativement correcte beaucoup de micro-constituants folaires, par exemple. Et donc voilà. Alors, ici, ce que je vous présente, c'est une petite animation donc, qui compare un petit peu différents capteurs. Donc, sur la gauche, en haut, on a Landsat, au milieu, on a Sentinel-2, et en bas, on a un capteur hyperspectral. Et puis, sur la gauche, c'est la sensibilité à la teneur en chlorophylle. Au milieu, sensibilité à la teneur en eau, et puis en bas, la sensibilité aux protéines foliaires. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction du capteur, donc pour les deux premiers, on a une sensibilité plus ou moins importante, mais on a quand même un petit peu d'informations associées. L'intérêt de l'hyperspectral, c'est d'une part que ça va permettre d'avoir une information spectrale beaucoup plus riche qui va permettre de lever un certain nombre d'ambiguïtés qu'on va avoir si on ne possède que deux bandes spectrales sensibles à un constituant. Et puis, c'est que ça va aussi permettre de pouvoir explorer des constituants chimiques qui sont spectralement beaucoup plus spécifiques, comme la teneur en protéines. Donc là, je n'ai pas donné l'exemple pour Landsat et Sentinel parce qu'on n'a pas de sensibilité à la teneur en protéines du foliaire. Donc voilà, ça, l'hyperspectral, donc j'ai précisé ce que c'est au début. Alors, ça a aussi un certain nombre de points à prendre en considération. C'est un très gros volume de données avec beaucoup de redondance, donc ça peut nécessiter des méthodes qui sont spécifiques à l'hyperspectral. Pour obtenir une couverture globale et régulière, c'est plutôt un challenge. Pour le moment, on n'a pas de capteur qui soit capable de le faire. Et puis, quand on aura les capteurs, il va falloir pouvoir gérer en termes de stockage et de traitement. Et puis, on a, comme je le précisais, les futures missions globales qui vont arriver et qui peuvent être préparées justement avec les missions actuellement opérationnelles, notamment le capteur allemand Nmap, dont les données sont déjà disponibles et qui peut faire l'objet en fait de programmation. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner le site un petit peu après. On peut faire une proposition scientifique. Donc, c'est un capteur à vocation scientifique et donc on peut faire une proposition pour avoir des acquisitions Nmap régulières sur un site. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis un point important aussi, c'est que je le dis en conclusion, mais il n'y a pas de capteur magique. Et donc là, pour préciser, ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'on peut avoir un fonctionnement en combinaison avec d'autres capteurs, donc notamment les capteurs multispectraux, qui permettent d'avoir accès à une résolution spatiale plus fine, à une revisite généralement plus fréquente. Et puis, il y a d'autres capteurs comme le radar, le lidar, l'infrarouge thermique, la fluorescence, qui peuvent être, certains qui sont actuellement disponibles et puis d'autres programmes de capteurs qui seront prochainement opérationnels. Alors voilà, pour l'imagerie hyperspectrale, j'ai très rapidement essayé de lister quelques applications qui pouvaient être envisagées avec des données hyperspectrales. Donc, comme je le précisais plus tôt, l'hyperspectral, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir être sensible à la composition chimique des surfaces. Donc là, ça va être intéressant pour avoir une estimation des traits foliaires, traits chimiques foliaires. On va pouvoir éventuellement tirer parti de cela pour identifier les espèces, pour identifier des types de végétation ou pour cartographier une composition floristique, une diversité taxonomique ou fonctionnelle. Donc, dans tous les cas, ça va être sur les individus émergents. Je ne l'ai pas précisé, mais là, oui, on se place vraiment. Alors, si on envisage des applications dans le domaine de la forêt, on va être sensible vraiment à la couche supérieure de la végétation, donc ça va concerner les individus émergents. Et en effet, on va avoir très peu d'informations sur le sous-bois. Cette petite figure, c'est pour essayer d'insister sur la complémentarité des différents capteurs. Alors, ça, c'est tiré d'une, je n'ai pas mis la référence, mais c'est Stavros et collaborateurs
et emprunté par Austin et Middleton en 2021. Et donc là, ici, on voit ISOI, c'est un capteur hyperspectral, donc voilà, qui permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la végétation. Et puis, on peut le combiner à du JEDI, à du EcoStress ou à du OCO3. Donc, EcoStress qui fait du thermique et OCO3, c'est plutôt pour de la fluorescence. Voilà, et en gros, voilà, on peut avoir une combinaison de capteurs qui permettent d'avoir accès à différents types d'informations, différents indicateurs avec une précision plus ou moins importante. Et donc, en fonction des questions qu'on se pose, il faut réfléchir à quel capteur on va vouloir utiliser. Alors ici, très rapidement, je veux juste vous montrer rapidement ce qu'on peut faire dans le domaine de cartographie de la biodiversité à partir de différents types de données. Donc là, j'ai fait une petite comparaison entre Sentinel-2 et Nmap sur un site péruvien, par exemple. Alors, je l'ai fait très vite fait à partir de données Nmap que j'ai pu récupérer qui étaient collectées là-dessus. Et donc ici, ce sont les données Sentinel-2, donc ça correspond à peu près à 3 tuiles Sentinel-2 pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser ça. Et puis voilà, ici, ce que vous avez, c'est une acquisition Nmap. Donc, alors, ce que vous voyez, c'est que à l'heure actuelle, avec un capteur hyperspectral, donc les capteurs hyperspectraux satellites disponibles, je ne sais pas si c'est très clair sur votre écran, mais c'est un peu compliqué d'envisager une couverture très importante. Là, par exemple, ça va être une fauchée, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais qui va être équivalente à peu près, je crois que c'est 30 km. Donc voilà, on peut avoir une acquisition sur 30 km de fauchée sur une longueur plus ou moins longue. Et donc, voilà, déjà pour se mettre un petit peu en tête ce qu'on peut obtenir. Alors, ici, ça flash un petit peu, mais ça va correspondre à, par exemple, ce qu'on peut produire en termes de diversité spectrale à partir des données Sentinel-2. Donc, cette diversité spectrale, donc une bêta-diversité spectrale, on essaie de relier en fait à une diversité bêta taxonomique. Alors, il y a encore beaucoup de travaux qui sont réalisés là pour valider ces approches. Mais en fait, ce qu'on peut identifier ici, c'est qu'on voit apparaître en fait différents types de communautés en fait sur l'image. Et alors là, si je surimpose l'hyperspectral, bon, on voit pas grand-chose. Là, j'ai essayé de les traiter en utilisant exactement le même type d'analyse, le même type de données. On voit des choses qui sont à peu près similaires, mais encore une fois, bon, ça reste juste du qualitatif parce que j'avais pas d'informations terrain là-dessus à poser dessus. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de méthodes qui vont permettre d'extraire des informations associées à différentes composantes de biodiversité. Voilà, on a des capteurs associés qui peuvent travailler avec ça. Et puis, toujours sur cette diversité spectrale ou radiométrique, je ne sais pas comment on pourrait appeler, mais je me suis amusé aussi avec donc des données fournies par mon collègue Nicolas Bagdadi à comparer ce qu'on pouvait obtenir en termes de dissimilarité au sein d'un paysage forestier avec des données Sentinel-2 et des données radar. Alors ça, c'est assez récent, je l'ai fait juste hier, donc il n'y a pas beaucoup de recul. Donc ici, ce sont des données que j'appellerais des données, c'est en gros notre vérité entre guillemets, donc c'est une carte de diversité floristique qui est basée sur des données de télédétection combinées à des données d'observation de terrain, des données climatiques, des données environnementales, etc. Donc là, il y a un minimum de validation et ici, ces différentes colorations permettent d'identifier en fait la composition floristique avec des couleurs différentes pour différents types de composition floristique. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir obtenir avec Sentinel-2, donc toujours avec les mêmes méthodes là, que j'ai appliquées pour essayer de mettre en évidence des dissimilarités spectrales. Et puis avec du radar, on obtient aussi des choses qui sont potentiellement intéressantes. Alors pas exactement les mêmes choses, mais il y a peut-être quelque chose de complémentaire à étudier. Et puis il y a aussi à essayer de raccrocher le wagon écologique, à savoir est-ce que c'est juste des jolies cartes colorées ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de ça dans des applications en écologie. Donc, ça, c'est une autre question. Et donc, j'en viens à ma conclusion. Donc, l'intégration des données de télédétection pour le suivi de la biodiversité, il va être facilité par la disponibilité accrue des données. Alors, je le répète, il n'y a pas de capteur magique. Alors, l'hyperspectral, en effet, on a beaucoup d'attentes. Il y a encore actuellement des limites parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble de la surface du globe. Et puis, le capteur hyperspectral a lui aussi, ses forces et faiblesses. Il y a tout un tas d'outils d'analyse des données de télédétection qui doivent être pensés pour être intégrés à des réseaux d'observation au sol, et ça, c'est critique. Donc,
alors là, comme vous l'avez vu, je peux produire des jolies images, hein, des jolies figures, mais au final, le plus important, c'est de pouvoir échanger avec des écologues, avoir accès à des données d'observation de terrain pour essayer de comprendre un petit peu plus ce que ces informations qu'on va être capable d'extraire des données de télédétection nous disent d'un point de vue écologique. Et puis, une fois qu'on aura produit ces données de ces informations issues de la télédétection, donc l'avantage, c'est que ça va être facialement exhaustif, donc par rapport à des observations de terrain ponctuelles. Donc ça, c'est vraiment un point très important et un avantage de la télédétection. Mais après, il faut réfléchir encore plus loin à comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans des modèles donc, écologiques, climatiques. Alors, un autre point que je mentionne ici, c'est toutes ces observations ici, in situ. Donc, comment s'assurer qu'elles soient compatibles avec les données de télédétection? Parce qu'en effet, il y a tout un tas de réseaux de données d'observation, mais bon, alors moi, en tant que télédétecteur, je me retrouve souvent en fait confronté à la difficulté de savoir comment je peux réussir à intégrer ces données. C'est pas toujours très facile. Il y a de plus en plus enfin voilà, de choses qui permettent de faciliter ça, mais c'est pas si évident que ça. Et puis, d'un point de vue télédétection, là aussi, bon, il y a la question de quels sont les primitifs qu'on va chercher à exploiter. Donc, en effet, on peut produire énormément d'informations. La télédétection, c'est très riche en termes de quantité de données, de dimensionnalité, de ce qu'on peut extraire. Par contre, voilà, la question, c'est à quoi ça correspond, encore une fois, sur le terrain, quelles sont les informations, les traits foliaires, les indicateurs de diversité, etc., qui vont nous intéresser et comment est-ce qu'on fait pour les obtenir. Donc ça rejoint mon deuxième point. Donc, exploiter les données disponibles, pourquoi et comment. Donc, quelles sont les composantes de biodiversité à étudier, quels sont les indicateurs associés, et les niveaux d'incertitude correspondant à ces indicateurs de détection, et la fréquence d'observation aussi nécessaire pour produire ces indicateurs. Il y a tout un tas de méthodes disponibles pour estimer une variété d'informations. Là aussi, il faut réussir à un petit peu faire le tri pour identifier ce qui est pertinent pour une question donnée. Et puis, les indicateurs vont dépendre des capteurs, mais il y a un certain nombre de complémentarités entre capteurs qui sont à étudier un petit peu plus en détail. Donc, je vous ai montré là, par exemple, la comparaison optique radar. L'avantage du radar, c'est que sur des milieux tropicaux, c'est beaucoup moins tributaire de l'ennuagement. Donc, on peut envisager de manière un petit peu plus simple de produire des indicateurs. Donc voilà. Et il y a aussi un gros travail de validation, de consolidation qui est à effectuer à partir de ces produits issus de la télédétection, qui nécessitent des données d'observation, une expertise en écologie et donc une collaboration forte entre les différentes communautés. Et je vous remercie pour votre attention. Et merci beaucoup. Super chouette. Nicolas Barbier. Oui, merci Jean-Baptiste. Juste peut-être pour rajouter une petite couche par rapport à ce que tu as dit, il y a pas mal d'effets qui sont difficiles à corriger en amont, donc avant d'arriver parfois à cette consolidation, etc. dont tu parlais, donc des effets instrumentaux, directionnels, etc. Et ce qui est important, c'est qu'on a un moment avec l'intelligence artificielle où c'est vrai que les méthodes de deep learning, transformer, etc. peuvent prendre en compte peut-être automatiquement énormément de choses dans une boîte noire, pas très bien contrôlée, mais on voit vraiment les résultats et on arrive à faire l'identification d'arbres, d'espèces et tout, même avec des données bruitées, même avec des données multisources. Donc on a un moment très excitant à ce niveau-là. Mais en même temps, on a l'impression dans les différents appels d'offres et de volonté de grands projets qu'on veut courir avant de savoir marcher. Et notamment se dire, bah, ça y est, tout à coup, on a quelque chose de magique, on va utiliser ces données avec lesquelles on se bat depuis 30 ans et aller maintenant identifier jusqu'à l'arbre individuel sur toutes les forêts tropicales. Et, euh, et je me dis que on a pu accumuler des compétences qui permettent de faire des choses intermédiaires, qui sont d'identifier des états peut-être sanitaires, de santé des forêts, de diversité, mais à l'échelle du peuplement. Et il faut s'assurer de déjà faire ce minimum-là, vu tout le bruit et cette complexité de capteurs, à des échelles de peuplement, à des échelles régionales,
avant de vouloir se casser les dents, peut-être sur les trucs les plus ambitieux à l'échelle de l'arbre individuel, quoi. Donc, simplement, voilà, cette petite caveat, mais en même temps, une note euh, d'optimisme qui dit que on doit pouvoir faire des choses bien mieux que ce qu'on a fait jusque-là, vu la diversité des capteurs, mais aussi la maturité des technologies. Une réponse, Jean-Baptiste, ou... J'approuve ce message. D'accord. Non, oui, 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 en effet, ouais. Et après, bon, c'est vrai, on est à un moment, comme disait Nicolas, enfin, c'est super excitant. Il y a énormément de choses qui se font, ça avance très vite. Moi-même, j'avoue, j'ai pas encore trop mis les mains dans le deep learning, mais je vois en fait que bah, voilà, Nicolas et puis d'autres collègues dans son labo là sont dedans. Et puis bah, en effet, enfin, c'est tout un pan qui mérite voilà, une analyse un peu plus approfondie. Cette analyse à l'arbre, en effet, que moi, il y a quelques années, je disais, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile d'aller jusque-là parce que c'est complètement inaccessible. Bah là, en effet, la question commence à se poser. Donc, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, en effet, il y aura voilà, enfin, des capacités plus importantes. Mais en effet, comme dit Nicolas, il y a peut-être tout un tas de choses aussi à consolider avant, enfin, ou en parallèle. C'est peut-être pas le travail d'une seule personne. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire avec tout ce qui est déjà disponible. Ouais. Bien. Merci. Heidi? Ouais, merci. Moi, j'avais une question un peu. C'est pour rebondir un peu sur la remarque de Christophe sur le chat. Et effectivement, je me posais la question. J'y réfléchissais pendant la présentation. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est déjà abordé ou en des questions de recherche qui vont être, enfin voilà, en développement. Mais est-ce que avec ces types de méthodes, on est capable de détecter ou est-ce qu'on travaille déjà dessus sur des stratégies d'arbres fonctionnels, des arbres un peu différentes et en particulier comme disait Christophe, distinguer un arbre endomycorhizien d'un arbre ectomycorhizien, par exemple, parce qu'on sait que ça se traduit par des chimies un peu différentes, ou par exemple des phénomènes de déverdissement, alors je sais pas comment il faut appeler ça, mais en fait voilà, qui en fait traduirait potentiellement des attaques de pathogènes et des choses comme ça. Est-ce qu'on est déjà capable de faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus? Ouais, alors Alors, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle biodiversité, mais une grosse partie du PC3 c'est sur les aspects de dépérissement et c'est un peu le cœur du sujet de Jean-Baptiste. Donc je te laisse parler. ouais, alors, juste pour rapidement sur ce côté endomycorhizien, ectomycorhizien, alors ça, c'est pas vraiment ma spécialité. Enfin, après, je sais que j'ai des collègues à Bordeaux, notamment, il y a eu une thèse qui a été faite il n'y a pas très longtemps, c'était Thomas Guzman, euh, qui était qui était, alors, attendez, peut-être que je retrouve rapidement. Euh, donc, ouais, qui a soutenu sa thèse il y a ouais, juste cette année, qui travaille un petit peu là-dessus, sur ces questions-là, à partir de données hyperspectrales. Et après, pour ce qui est du suivi des pathogènes, alors ça aussi, c'est en effet quelque chose sur lequel on a pas mal bossé dernièrement. Alors, c'est dans un autre pan de ce qu'on peut faire dans mon unité à Tétis. On travaille sur justement euh, l'identification, en fait, la détection d'anomalies dans les séries temporelles, Sentinelle-2 notamment, pour permettre de faire une détection précoce de problèmes sylvosanitaires, notamment comme des problèmes de scolyte. Alors ça, on se base justement sur des indicateurs dérivés de Sentinelle-2, donc qui sont sensibles, des indices spectraux sensibles à la teneur en eau, et connaissant en fait voilà les symptômes de détection précoce, enfin, les symptômes précoces des scolytes. Généralement, ça va être associé à une réduction de la teneur en eau de la canopée, et ça, on va parvenir à être suffisamment sensible pour pouvoir identifier ces foyers de mortalité. Alors, et après, en fonction du type de problème sanitaire, du type de parasite, etc., on peut imaginer d'autres, il y a des parasites ou des problèmes sanitaires qui vont plutôt être associés à une diminution de la teneur en chlorophylle ou à une modification de la C'est ça, ouais. densité pétrolière. Alors là aussi, on a une petite marge de manœuvre. L'intérêt, là, c'est de pouvoir faire euh, en gros, une détection sur la base de séries temporelles relativement denses. Alors, quand on est dans des bonnes conditions, avec Sentinel-2, on a des acquisitions tous les 5 jours.
Dans la pratique, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des nuages, mais en fait, ça permet quand même de faire déjà un premier suivi. Comme je disais plus tôt, donc, l'un des inconvénients, enfin, l'une des faiblesses de Sentinel-2, c'est que pour l'estimation d'un certain nombre de traits comme les pigments, on va pas avoir, on n'a pas toujours des performances très bonnes. Pour la chlorophylle, ça va à peu près. Enfin, il y a des produits chlorophylle qu'on peut produire soi-même à partir des outils qui existent. Mais après, pour le reste, si on est sur des jeux de changement pigmentaire un petit peu plus fins, avec Sentinel-2, ça va commencer à être compliqué. Si on veut travailler sur, par exemple, des caroténoïdes, etc., là, c'est plus avec de l'hyperspectral. On peut imaginer la fluorescence ou d'autres indicateurs, peut-être thermiques, hein, enfin, avec l'infrarouge thermique, qui permettent peut-être d'avoir une information complémentaire sur ça. Ok, je te remercie. Merci. Benjamin? Oui, bonjour. En fait, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur l'autre remarque de Christophe sur la variabilité intraspécifique. C'est un peu en lien, hein. Et sur bon, forcément, c'est lié au suivi à l'arbre, quoi, et pas à grand-chose, quoi. Donc, de ce que j'ai compris, on n'est pas vraiment dans cette perspective-là au sein de ce PC3, parce qu'on est sur des données qui sont peut-être disponibles dans 5 ou 10 ans. C'est bien ça la perception globale sur cette dimension-là. Donc ça serait la première aspect. Et l'autre aspect, je me demandais, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a travaillé pas mal sur l'inclusion de la diversité intraspécifique dans le Global Biodiversity Agreement et qui ont donné des indicateurs de diversité génétique pour affiner les statuts de conservation des espèces, en fait, hein. Et du coup, plutôt que partir sur des indicateurs génétiques calculés à partir de l'ADN, et ils sont partis sur des effectifs de population et des nombres de populations minimum dans des environnements différents. Et donc, comme indicateur de la diversité génétique des espèces. Et je me demandais s'il y avait des aspects de télédétection qui pouvaient, pas sur des données à l'arbre, mais sur des proportions d'espèces présentes et sur des localités où des espèces sont détectées, donner des informations de ce type. Voilà. C'est une bonne question. Alors, sur diversité génétique intraspécifique, alors, il y a des travaux qui se font, en effet. Alors ça, moi, c'est pas forcément, c'est un petit peu au-delà de mon domaine, mais il y a des collègues, notamment en Suisse, qui travaillent là-dessus, aux Pays-Bas. Enfin, il y a Andrew Skidmore qui a un gros projet là-dessus, et puis le groupe de Michael Chapman aussi, donc à Zurich, qui travaille sur faire le lien entre cette diversité génétique intraspécifique et puis des données de télédétection, notamment d'imagerie hyperspectrale aéroportée. Je ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus. Alors après, tout dépend. Là, encore une fois, si on pense imagerie optique et puis hyperspectrale, moi, je vois surtout ça par le prisme de comment est-ce que ça, au-delà d'une diversité génétique, bon, moi, ce serait plus, on va dire, au niveau du diversité phénotypique, enfin, on va dire, qui s'exprime par une différence, des variations en termes de traits qui sont effectivement optiquement actifs. Euh, et donc là, on peut peut-être obtenir des choses intéressantes, justement s'il y a une diversité en termes de teneur en pigments, voilà, ou en différents constituants que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Mais voilà, ça, c'est des recherches en cours et j'ai pas forcément beaucoup de billes là-dessus. Et ça peut être des thématiques de recherche, en tout cas, d'exploration. Aussi, n'oubliez pas, comme le disait Christophe, il va y avoir des appels à projets, et ça peut être typiquement des questions de recherche plus ciblées sur cette thématique-là. Nicolas, tu voulais intervenir? Oui, juste pour répondre à un autre aspect, donc c'est au-delà de la résolution spectrale et spatiale, c'est la résolution temporelle qu'on peut avoir, par exemple, avec des suivis drones comme on a implémenté pour les observatoires phénologiques en Guyane. Euh, et là, on arrive à documenter bon, sur des zones beaucoup plus petites, peut-être de centaines d'hectares, mais la variabilité du cycle phénologique ou voilà, des comportements comme ça, de stratégies fonctionnelles à une échelle assez locale à l'intérieur d'une population d'arbres, et de voir l'effet de la microtopographie, euh, ou même de voir des individus dans une population
qui sont déphasés, qui répondent à la petite saison sèche ou à la grande saison sèche, donc peut-être en fonction de leurs origines génétiques. Donc voilà, par télédétection à très haute résolution spatiale et temporelle, on peut peut-être documenter d'autres choses autour de cette diversité génétique. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bon, nous, on utilise des drones on commence à utiliser des drones pour les suivis phéno sur des dispositifs, principalement. Donc, on sait exactement où sont les arbres et donc on peut lier directement à la diversité génétique. Mais merci. Ok, très bien. Donc, vous voyez, il y a quand même des... Alors, on est d'accord, je suis d'accord sur le commentaire de Nicolas, sur le fait que faut faire un peu attention à pas vendre la Lune quand on va faire ce projet-là. Et c'est pour ça aussi que on a insisté à chaque fois sur le fait que l'essentiel du travail qu'on a à faire, c'est pas produire les cartes, c'est les valider. Et ça, c'est un travail qui est fondamental parce que ça doit réunir les deux communautés qui sont présentes aujourd'hui. Alors sur la thématique biodiversité, c'est vraiment fascinant de parler de ça, mais sur les autres thématiques aussi. Et il va falloir qu'on trouve le moyen de ne pas travailler en silo, de vraiment faire en sorte que ces méthodes d'acquisition de connaissances d'un côté comme de l'autre, sur le terrain comme par télédétection, trouvent des points d'interaction. Ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'il y a quand même aussi, il faut le dire, un enjeu de partage de données et des cultures qui sont différentes. Dans le monde de la télédétection, il ne faut quand même pas cacher le fait que les instruments sont achetés par les États et mis à disposition du grand public gratuitement. C'est très loin d'être le cas pour l'essentiel des données de terrain, qui sont acquises par des chercheurs souvent. Et donc cette asymétrie, il faut aussi la prendre en compte dans la réalité de la science quotidienne. Mais bon, c'est peut-être aussi des frontières qu'on va pouvoir repousser collectivement, si on est motivé et si on a des bons moyens d'établir des plateformes de discussion entre nous. Est-ce que quelqu'un veut conclure des points qui leur ont semblé intéressants? Romain? Ouais, j'avais une question, moi, je percute un peu tard, mais c'est plus sur les aspects suite biodiversité terrestre, enfin observation avec des relevés de terrain. Enfin, c'est peut-être un peu lié aussi au spatial, mais est-ce que, par exemple, dans Pacifor, je reviens sur Pacifor, il est prévu en fait d'instrumentaliser, de mettre des instruments en fait, faire des suivis de pH, de CEC, de conditions édaphiques et aussi de microclimat et des choses comme ça, parce que en fait, le suivi de biodiversité, il prend sens aussi si on arrive à le lier à des facteurs environnementaux pour justement comprendre ce qui se passe, quoi. C'est pas hyper défini pour l'instant. Je crois qu'on envisageait des relevés de sol, mais des appareils à demeure en continu, pour l'instant, non. En tout cas, pas tout le temps. Et on a raisonné nos passages sur en gros une année. Donc plusieurs passages sur la même placette une année, mais mais que tous les 5 ou 10 ans, quoi. Donc après, entre les années, il n'était pas prévu de garder des instruments à demeure. Voilà. Donc, mais c'est ouvert tout ça, hein. Enfin, en fait, ouais. Ouais, je m'avance peut-être un peu, mais je sais pas, peut-être Jérôme pourra dire, mais est-ce que c'est pas une passerelle aussi technique pour justement essayer d'instrumentaliser ces sites qui pourraient être assez importants en termes de données, enfin, sites permanents et tout ça, enfin, c'est un luxe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Romain. Frédéric présentait bien la dichotomie qu'il y a entre une approche très instrumentée sur relativement peu de sites, qui est plus typiquement une approche recherche, par rapport à une approche échantillonnage, qui est typiquement celle de l'IFN. Alors on peut voir une gradation entre tous ces deux niveaux, tous ces niveaux, et on peut les mobiliser aussi sans hésiter. Mais c'est vrai qu'avoir des sites sur lesquels on peut se référer avec une très haute qualité de données sur du long terme, c'est quand même quelque chose qui est souhaitable à la fois dans le monde de la télédétection, c'est pouvoir avoir des sites de validation vraiment de référence, et à la fois aussi pour développer des technologies qui soient nouvelles ou des approches qui n'ont jamais été trop déployées. Je pense par exemple, enfin, pour donner l'exemple que Nicolas donnait tout à l'heure, faire des survols réguliers de drones, bon, c'est super intéressant, mais c'est pas des choses qu'on peut déployer sur des milliers de sites, et bien évidemment. Donc il faut qu'on sélectionne pour pouvoir éventuellement aussi, on sélectionne les sites pour ensuite qu'on puisse monter en capacité les technologies, les approches pour pouvoir les déployer plus largement. Et je pense que c'est typiquement dans le cadre du SPEPR Forest qu'on pourrait s'engager là-dedans.
Donc, les mesures micrométéorologiques en sous-bois, potentiellement des survols de drones sur certains sites, pourvu que ce soit toujours les mêmes sites sur lesquels on investit, ça serait des approches intéressantes, il me semble. Mais c'est des idées, hein, on peut en reparler. Après, il y a un réseau qui est un peu intermédiaire entre les deux, c'est Renécofor, qui est déployé quand même sur une centaine de sites, qui fait pas mal de mesures, il me semble, en partie en continu, et donc on pourrait peut-être envisager de déployer des choses plus instrumentées. Ouais. Alors, sur les mesures micrométéorologiques, il y a déjà un déploiement qui a été fait sur Enecofor, de capteurs de sol, par d'humidité de sol, de température de surface, en sous-bois. Et ça, c'est des choses qui pourraient être voilà, explorées et puis poursuivies, parce que c'est des financements qui sont finalement pas si lourds, mais par contre, l'accès aux données par des opérateurs pour récupérer les données de capteurs, c'est pas neutre, hein, quand même. Ça reste du temps de personnel. Très bien, merci. Je propose qu'on arrête la discussion ici. Il est 15h40 bientôt. Est-ce que vous avez, à moins que vous ayez d'autres points à soulever, que vous vouliez aborder dans le cadre de cette thématique biodiversité? On a quand même vu un panorama d'opportunités qui sont importantes, donc c'est très bien. Mais il va falloir quand même continuer à affiner cette thématique-là. Ça reste une thématique complexe. Et je crois que c'est aussi une thématique qu'il va falloir qu'on rediscute entre les PC et avec l'équipe de pilotage du PEPR Forest, qu'on soit bien d'accord sur où on va, pour pas non plus vendre la lune, comme on le disait tout à l'heure. La faisabilité, c'est quand même clé, hein, dans ce projet. Et puis, très bien. On reste là-dessus. Si vous avez eu du problème à vous connecter, je pense particulièrement à Anne, qui a eu du courage de se reconnecter plusieurs fois. La présentation là sera en ligne bientôt, dès que j'ai trouvé le moyen de la sauvegarder et de l'envoyer à qui de droit. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ah, pardon, Sandra voulait intervenir. Sandra. Désolée, je suis arrivée un peu tard parce que j'étais dans une autre réunion. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter de CBVs, parce que bon, tous les liens avec Géobon, c'est absolument crucial aussi. C'est ce type des indicateurs qui font les ponts entre ce qu'on a vu, la présentation des JV et aussi les mesures de structure, composition, etc. Dans les terrains. Donc, je ne sais pas si vous avez discuté ça, mais en tout cas, c'est quelque chose pour ne pas réinventer des indicateurs, de tenir compte tenu de tous les travaux qui a été fait déjà dans Géobon. Bah, je ne sais pas si vous avez discuté, désolé si vous avez énoncé, mais sinon, c'est notre composant à ce qui a été présenté déjà qu'il faut tenir compte. Oui, alors, on n'a pas parlé spécifiquement de Géobon en grand détail parce que les approches indicateurs qu'a présenté Frédéric sont vraiment des indicateurs sous forêt in situ. Justement, sont différents. Donc, c'est pour ceci que j'insiste sur ces types de démarches des indicateurs, que c'est absolument important de tenir. En plus, si on veut après faire des choses pour répliquer, pour développer des méthodes robustes, important à tenir compte. Et donc, par contre, Jean-Baptiste a bien présenté des approches qui sont typiques de variables essentielles de la biodiversité. Oui, ça fait partie. Oui, absolument. Mais on a des autres qui émanent justement de cette présentation en composition et structure, surtout. Vous n'avez pas parlé des structures. Je pense que c'est important à tenir compte aussi dans ces indicateurs, bien sûr, dont les indicateurs qui a présenté JV rentrent directement dans les CRS, CBVs. Seulement, c'était le commentaire, peut-être un sujet à développer ou à approfondir pour mieux intégrer tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Questions? Bon, apparemment, la soumission des projets est reportée un peu d'un mois au moins vers l'automne, donc ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir à tous ces sujets-là et avoir peut-être une deuxième grosse phase de brainstorming après l'été, qui serait après les vacances, donc ça serait pas mal. On vous tient au courant, hein, sur les différentes modalités d'échange, que ce soit Mattermost ou que ce soit par des pauvres emails paléolithiques. Et sur ces bonnes paroles, on vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos contributions. Et n'hésitez pas à nous recontacter
par email, Camille et moi. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir, Bonne merci. journée. C'est Guillaume. Au revoir, merci. Jérôme.